J'y vais pour la réponse. Oui, Hein? oui. Alors, donc en fait, je suis en Allemagne depuis le 27 octobre pour effectuer une tournée. J'ai commencé par une ville du nord qui s'appelle Hamm. J'ai passé donc 2 jours là-bas. On a essentiellement parlé de mon dernier roman, Rue Darwin. Après cela, je suis allé à Francfort, où j'ai participé à un festival international de littérature, Romanfabrik, ça s'appelle. Ils ont invité 7 écrivains, donc un Algérien, un Espagnol, un Iranien, un Mexicain, une Nigériane qui vit aux États-Unis. Donc voilà, c'était ça le panel. Donc on a présenté chacun nos livres, mais aussi on a fait à l'université de Darmstadt une conférence sur les capitales de ces auteurs-là. Donc chacun vivant étant originaire d'un pays qui a une capitale. Donc moi j'ai parlé d'Alger, Oui. la Nigériane a parlé de Lagos, l'Espagnol a parlé de sa ville et Barcelone. Comment les villes sont décrites dans la littérature. Voilà. Ok. C'est important parce que un roman, c'est pas un guide touristique. On pénètre l'âme de la ville quand les auteurs, les écrivains parlent de leur ville. Ils pénètrent son âme profonde, son histoire, et tout ça. C'est pas le guide touristique où on a la liste des restaurants et des boîtes à visiter. Donc voilà, pendant 3 jours, c'était ça, on a débattu. J'ai fait également une conférence à un lycée allemand de Francfort, très intéressant, parce que c'est un lycée allemand, mais qui enseigne en français. Ok. Donc c'est intéressant, les Allemands qui préparent un peu les Allemands à l'Europe de demain. Donc il faut parler les langues européennes, pas seulement l'allemand et pas seulement l'anglais, mais aussi le français, et surtout le français qui est, parce que la France est le premier partenaire de l'Allemagne. Donc. Oui. Et puis je suis allé donc hier à Bremen, invité à la fois par l'Institut français, où là j'ai parlé essentiellement de mon roman, le dernier, qui traduit également en allemand, Rue Darwin, qui est un livre, on va dire globalement autobiographique. C'est mon histoire, mais c'est l'histoire de ma ville, Oui. et c'est l'histoire de mon pays. Donc, vu d'une certaine manière, parce que il racontait moi, ma famille, ma ville, mon pays, durant les guerres qu'il a traversées. La guerre de libération, 54-62. Ensuite, 20 années de dictature. Et puis une guerre civile qui a commencé, donc, on va dire comme ça, en 2000, et qui se poursuit sous une autre forme. Je veux dire que bon, maintenant, le niveau de violence a beaucoup baissé. On peut même dire que cette guerre civile est finie. Mais la paix n'est pas revenue pour autant. La guerre est finie, mais la paix n'est pas revenue. Il y a encore, les islamistes sont là, qui ont fait jonction avec le pouvoir, ils travaillent ensemble, voilà. Et j'ai fait également une rencontre dans une literature house, qu'à Bremen on appelle la Villa Ischon, donc à des étudiants, mais aussi à des adultes, beaucoup, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et là, je leur ai parlé de mon dernier livre, qui est sorti en Allemagne le 4, donc hier, ou aujourd'hui même en fait. Ce livre a pour titre l'islamisme à la conquête du monde. Donc c'est un essai politique qui se propose d'expliquer d'abord au public allemand et européen d'une manière générale, parce que le livre est aussi sorti en France il y a une semaine, d'expliquer aux Européens ce que c'est que l'islamisme, ce que c'est que l'islam. Ils ne connaissent pas très bien. Donc leur expliquer ce que c'est, d'où ça vient, et surtout quel but se proposent les islamistes. But religieux, but philosophique, but
financiers, etc. Donc il faut s'interroger et expliquer. Bon, ce livre a pour but de tenter de répondre à ces questions. Je crois que ça a été très bien reçu. Les questions montrent que la question de l'islamisme est devenue une question quasi, on va dire, primordiale en Europe. Elle se pose partout, elle se pose en France, elle se pose en Allemagne, elle se pose beaucoup dans les pays nordiques, elle se pose en Espagne, comme elle se pose dans nos pays, comme on voit ce que le printemps dit arabe a donné, des révolutions populaires qui, on l'espérait, se proposer de se révolter contre les dictatures et d'instaurer la démocratie, et puis finalement, on donne le pouvoir aux islamistes, et puis on découvre que les islamistes sont des tortionnaires et des dictateurs. Et maintenant, on manifeste contre les islamistes pour les faire partir. Alors, bon, donc il faut aussi, il y a un côté assez versatile des peuples. Ceci dit, je ne jette pas la pierre aux Tunisiens et aux Égyptiens. On a fait exactement la même chose en 2000. En octobre 88, on a fait notre printemps algérien pour chasser la dictature. Et puis finalement, premières élections municipales en 1989, eh ben, on a voté pour les islamistes. 2 ans après élection législative, on a encore voté pour les islamistes. Et voilà. Et peut-être que maintenant, si on organisait des élections présidentielles, eh ben, je crois que, et c'est ma conviction, je pense que les Algériens voteront islamistes. Ou malgré donc 12-13 années de guerre, 200 000 morts, un pays détruit et blessé, est-ce que c'est par conviction? Je ne sais pas. Est-ce que c'est les peuples égyptiens, tunisiens, algériens ont voté islamiste par conviction? Ou est-ce que c'est un vote sanction? Comme en France, on a voté le Front National. Je ne pense pas que les Français ont voté le Front National par conviction. Ils ont voté pour sanctionner les partis républicains, les partis de gouvernement qui n'ont pas su apporter des réponses concrètes aux questions des citoyens français. Voilà, donc, et voilà. Alors, voilà, ce livre met tout cela en débat. Mais aussi, derrière cela, il y a un appel, on va dire, que je lance. Jusqu'à présent, on a considéré que l'islamisme était une question qui ne concernait que les musulmans. Donc on a dit c'est entre eux, c'est entre musulmans, donc c'est trop compliqué pour nous, qui se débrouillent. Et puis maintenant, l'islamisme les a atteints. Les attentats de New York, leur présence est de plus en plus forte, et de plus en plus visible, et de plus en plus dérangeante en Europe. Maintenant, ils découvrent que c'est aussi leur problème. Alors il faut passer maintenant à la troisième étape. C'est le problème des musulmans, c'est le problème des Européens, mais c'est surtout notre problème commun. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le traite ensemble. Il ne peut pas y avoir une solution au sud et une solution au nord. C'est un problème commun, mondial, et il faut le traiter ensemble. Ça paraît très difficile pour le moment. Entre le nord et le sud, il y a encore beaucoup de méfiance, chacun veut traiter ses problèmes tout seul. Or, c'est un problème mondial, comme par exemple l'économie, ça fait comme un blanc temps qu'on a découvert que l'économie est un problème global. Alors, on a créé l'Organisation mondiale du commerce pour ça, justement. De même que ces dernières années, on a compris que la finance était un problème universel pour tout le monde, d'où le Fonds monétaire international, d'où ces réunions du G7, du G20, pour régler ça en commun. Ben voilà, il faut qu'on prenne conscience que l'islamisme est un problème commun. Et c'est ensemble que nous lutterons contre lui. Alors il y a deux aspects. Là aussi, il ne faut pas se tromper. Il y a, pour le moment, une certaine coopération quand il s'agit de lutter contre l'islamisme, disons, le terrorisme. C'est coopération des polices et des services de sécurité. Là, ils coopèrent. Là. Ils échangent des dossiers, des informations, plus ou moins. Mais maintenant, il faut passer au véritable, le fond du problème, c'est combattre l'idéologie islamiste. Et là, on n'a pas besoin de militaires, on n'a pas besoin de policiers, on n'a même pas besoin de politique.
Ce sont des gens qui sont proches de la société. C'est la société civile. C'est les intellectuels, c'est les philosophes, c'est les journalistes, c'est les gens aussi, les associations qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des jeunes. C'est tout ce monde-là qui doit se mobiliser, se construire des instruments euh, pour expliquer, pour donner des perspectives aux jeunes. Les jeunes se jettent maintenant dans les bras de l'islamisme par désespoir, peut-être, parce que aussi les islamistes savent leur parler, ils savent les faire rêver. Et nous, on ne sait pas. Nous, c'est seulement le travail, le capital, l'exploitation. Il faut aussi leur donner du rêve, un avenir. Et d'où la nécessité de travailler avec des sociologues, des anthropologues, des journalistes, des écrivains, des universités, et construire cet instrument pour donner aux jeunes d'autres perspectives d'avenir, mais aussi aux sociétés, et y compris aux politiques. Les politiques aujourd'hui sont totalement désarmés pour comprendre l'évolution du monde. Totalement. Ils ne savent plus ce qu'il faut faire pour éviter la montée de l'extrême droite, pour éviter ces mouvements de ce désintérêt, par exemple, de la chose politique. Le taux d'abstention en Europe est devenu colossal. Et les politiques ne comprennent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi. Donc il faut maintenant qu'ils travaillent avec ceux qui sont en prise directe avec la société. C'est-à-dire, justement, la société civile, ces gens-là. Et c'est à eux de faire des études, des enquêtes auprès de ces gens-là, de faire des études, des réflexions, etc. Et alimenter la réflexion des hommes politiques pour leur dire, voilà dans quel sens il faut orienter vos politiques, la politique des banlieues, la politique des villes, la politique des reconversions, la politique des nouvelles valeurs. On ne peut pas fonctionner au troisième millénaire avec les idées et les valeurs du deuxième millénaire. Donc il faut les concevoir, ces choses-là, dès maintenant. Vous savez, pour produire une idée, il faut 50 ans. Il faut 50 ans. C'est quelqu'un qui, au départ, lance une petite idée, et puis elle est très bricolée, et puis ensuite, il y a 2, 3, 4 personnes qui la reprennent, qui lui donnent forme, et puis ensuite, elle est reprise par des institutions plus puissantes, comme les universités, comme les laboratoires de recherche, etc. Et là, on lui donne corps. Et à partir de là, ça donne lieu à des livres, à des manuels que les étudiants, que les politiques, que les uns et les autres utilisent, dans laquelle ils trouvent les instruments pour travailler. Regardez par exemple une chose toute simple. L'idée, il y a un siècle ou 2 siècles, d'utiliser les mathématiques, la statistique, on va dire, comme instrument de la politique. C'était inimaginable. C'est des gens qui se sont dit, tiens, on peut faire des analyses statistiques sur les opinions des gens, sur le comportement des gens, sur combien de gens pensent ceci, combien de divorces par an, combien de mariages par an. Et donc du coup, la statistique est devenue rentrée comme ça par des petites portes. Et maintenant, est-ce que vous imaginez un domaine où on n'utilise pas massivement des statistiques? Et quelles statistiques? Des statistiques très compliquées. Le calcul des probabilités, les systèmes stochastiques, avec des ordinateurs, etc. Parce qu'on travaille sur des quantités, des nombres. Et voilà. Et donc là aussi, il faut préparer les instruments de demain. Par exemple, l'informatique va être un instrument de demain. Les politiques n'y comprennent rien. La révolution numérique, qui est en train de se concevoir à peine, on est au tout début, dans un certain nombre de laboratoires, un certain nombre de milieux de chercheurs, que va être l'informatique dans 30 ans, 40 ans, comment elle va probablement transformer la politique, transformer l'enseignement, transformer l'économie, transformer la finance, transformer la notion que nous avons des valeurs. Parce que c'est un média. Nous n'allons plus percevoir le monde qu'à travers cet écran. Parce qu'on ne peut pas voyager partout, on ne peut pas tout appréhender, on ne peut pas tout lire. Donc on va passer par le média. Ce média, l'écran,
Et donc il faut préparer voilà, donc Et alors, pour revenir, donc, ce sont tous des sujets que je développe dans tous mes livres, mais pour le moment, et modestement, et c'est surtout la question de l'islamisme. Oui. L'islamisme est en train de pervertir la démocratie, il est en train de pervertir les sociétés. Il devient dangereux parce que souvent il dérive vers le terrorisme. Il a une tendance totalitaire, on le voit par exemple en Turquie où il y a un parti islamiste modéré, dans un pays qui est démocratique, mais on voit de plus en plus ce parti dériver vers l'autoritarisme, vers Oui. une certaine violence, le rejet des minorités, le rejet des homosexuels, et donc c'est une orientation très, très, très dangereuse. Il faut prendre conscience tout de suite. Il faut peut-être, d'ailleurs je suis content que les négociations avec la Turquie pour son introduction, son entrée à l'Europe aient repris. Parce qu'il faut vite essayer d'arrêter cette dérive en se rapprochant de la Turquie, en évitant son isolement, parce qu'un pays isolé devient un pays dangereux, comme la Corée du Nord, comme l'Iran. Il faut réintégrer tout le monde dans la communauté internationale et parler avec lui. C'est aussi une façon, entre guillemets, de le surveiller, mais d'être avec lui, et donc d'empêcher les dérives. Voilà, donc c'est de tout ça qu'on a parlé pendant ces 15 jours où j'ai tourné à droite, en Allemagne, dans différentes institutions, et en fonction des questions que pose évidemment le public. Le public allemand est un public très intelligent et très intéressant parce que c'est des gens qui lisent, c'est des gens qui posent des questions. Donc c'est intéressant de les écouter, d'entrer en débat avec eux et d'essayer de construire ensemble des réponses. Voilà ce que je peux dire sur les 10 jours que j'ai passés en Allemagne. Bon, merci.